Autour d'un pancake. Autour d'un pancake. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Autour d'un pancake. Aujourd'hui, on va parler avec David D'Agostini, qui est un photographe sur la place de Martigny, en Valais. On va parler de plein de choses avec lui, alors de photographie bien entendu, puisque c'est son domaine et son univers, mais vous verrez qu'on a un petit peu digressé, on est parti dans plein de discussions sur la politique mondiale, des photos qui ont marqué l'histoire, etc. Un échange très intéressant avec David, mais qui part un peu dans tous les sens, donc vous êtes prévenus, accrochez-vous. Et puis sachez aussi qu'on a enregistré cette émission un petit peu avant l'été, donc il y a quelques références qui sonnent un petit peu passées, en effet, mais voilà, le planning a voulu que l'émission passe seulement à ce moment-là. Donc vous saurez pourquoi on parle de quelques sujets qui ne sont peut-être plus dans l'actualité brûlante du moment, mais qui font quand même partie des choses importantes qui se sont passées durant cette année 2025. Je vous souhaite une belle découverte de l'univers de David et bien sûr vous retrouvez dans la description tous les liens pour retrouver son site internet, sa page Insta, parce que vous verrez, il a un univers artistique extraordinaire. Il vous propose des photos très créatives qui vous emmènent vraiment dans des limbes auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Bon pancake, et je me réjouis d'avoir votre avis sur les réseaux. Autour d'un pancake. Parce que c'est bien plus sympa qu'autour d'un brocoli. Salut David. Salut. Comment alors tout a commencé pour toi la carrière de photographe? Donc tu as fait ta première photo en 2014, si j'ai bien vu sur ton site internet. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que derrière tu te lances sérieusement dans ce métier-là? Tu rentres direct, c'est très bien. C'est une très bonne question. 2014, c'est à peu près quand j'ai commencé justement à me dire « Ah, c'est vrai que la photo c'est cool ». C'est vrai qu'au début, j'aimais bien, j'ai découvert un peu la manipulation d'images avec typiquement avec Photoshop, tout ça. Et je trouvais des images sur internet, je m'amusais avec, je faisais un peu des petits montages, c'était pas ouf forcément, mais j'aimais trop ce truc de jouer avec les images. Et puis au bout d'un moment, je me suis acheté un petit appareil, un petit compact, un machin, c'était pas ouf, mais voilà, ça permettait d'avoir au moins quelques images. Et à partir de là, du coup, je jouais avec mes propres photos. Alors j'ai encore deux trois archives, elles sont catastrophiques, mais c'est avec ça que j'ai commencé, et du coup c'était rigolo. Au début il n'y avait aucune ambition, c'était juste comprendre un peu comment ça fonctionne, tout ça. Il y avait un aspect très technique en fait je m'en foutais de comment était prise la photo. J'étais en mode de toute façon c'est juste une base pour jouer avec. Avant ça, j'avais déjà fait un petit peu des photos, genre ma mère elle m'avait prêté un appareil en course d'école, et puis voilà, c'était un truc argentique, et c'était du coup fallait aller récupérer la pellicule, machin. Donc du coup il y avait une photo de bien sur les 36, mais du coup voilà. Mais ouais, la photo c'était ça a toujours été un petit peu dans la famille, mais sans que ce soit vraiment une grosse activité, quoi. Et puis après, à force, du coup, tu t'intéresses à plein de trucs. Dans la technique photo, après j'ai acheté un appareil un petit peu mieux. Un truc où on pouvait faire des réglages un petit peu plus avancés, où on pouvait changer d'objectif, tout ça. Donc du coup, ça a permis de comprendre comment fonctionne la photo. Et à partir de là, j'ai eu envie de tester plein de choses. J'ai fait autant des photos d'étoiles, des photos de nature, des photos de la macro, forcément un petit peu de portrait, tout ça. Et voilà, quoi. À partir de là, je suis un peu parti dans toutes les directions, jusqu'à ce que quand je me mette un peu dans le portrait, je suis en mode... Au début, je comprenais pas trop pourquoi l'intérêt du portrait. J'avais un peu l'impression que tu changes juste de personne, et puis c'est un peu toujours pareil. Et puis après, au fil des rencontres avec les gens, tu te rends compte que non, c'est complètement différent. Tu peux créer beaucoup de choses différentes. Et puis voilà, puis après j'ai plongé dedans et je m'en suis pas sorti. T'es tombé dans le chaudron. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc aujourd'hui, tu l'as dit, tu t'es spécialisé vraiment dans le portrait. Tu mets d'ailleurs un point d'honneur à fusionner l'esthétique et l'émotion dans tes portraits. Je trouve il y a toujours beaucoup d'émotions qui ressortent. Comment est-ce qu'on fait ça, faire ressortir une émotion sur une photo qui est statique? Attends, elle est bien la question. Il faut que... En fait... Il y a un truc de base, c'est que on pense toujours en termes d'émotion, tout ça, mais en fait, c'est que ce que tu vois sur la photo et c'est pas ce que ressentent les gens. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont construites. C'est comme du cinéma, en fait. Ce que tu vois à l'écran, c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Typiquement, maintenant, avec des fonds verts, des machins, des trucs, mais du coup, en termes de ce que les acteurs, en fait, ne ressentent pas forcément ce qu'ils montrent. Et donc du coup, on fait la même chose. Et c'est juste mécanique. Avec les yeux, il faut faire ce genre de truc. Avec la bouche, il faut faire ce genre de truc. Avec ton corps, tu vas te placer de telle façon, de telle façon. Alors du coup, je guide beaucoup
les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Ceux qui ont plus d'expérience, ils le font un peu plus naturellement, où ils ont des choses à proposer, ils explorent un petit peu d'eux-mêmes. Mais il y a toujours ce truc-là de t'es dans un état un peu de vraiment de construction, je sais pas comment dire, mais t'es pas en train de ressentir ce que tu proposes. Et ça, c'est important de comprendre parce qu'on voit des choses sur les photos, on voit notamment souvent. Alors ça, du coup, chez les autres, on voit beaucoup des fois de la douceur, on voit beaucoup des trucs, des fois de la vulnérabilité, des choses comme ça. Moi, j'aime bien mettre plutôt en avant d'une sorte de force, de prestance, plutôt dans un spectre un peu plus dur, sombre. peut-être. Sombre, ça peut. C'est pas forcément sombre, c'est plus. Après, moi, j'aime bien quand c'est un peu sombre. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin que ce soit un peu plus lumineux, mais ça peut être lumineux et fort en même temps. Et fort en étant un peu charismatique, en étant... Justement, la prestance, c'est quelque chose que j'aime bien faire ressortir, parce que la plupart des gens, ils ne le ressentent pas forcément, déjà même dans leur vie. Il y a peu de gens qui ont une prestance folle. Mais du coup, en photo, on peut le faire ressortir assez facilement. Et ça ne veut pas dire que les gens sont comme ça dans la vraie vie. Et c'est cet aspect-là que j'aime bien, c'est que du coup, tu peux te mettre en scène. En fait, c'est vraiment de la mise en scène. Et donc, vu que c'est de la mise en scène, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas forcément ce qu'on ressent sur le moment du shoot. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, je fais des photos naturelles ou je sais pas quoi, ou je veux être naturel ou comme ça, mais en fait, ton naturel, la plupart du temps, ce sera pas intéressant dans une photo. Il y aura vraiment ce truc de... T'auras l'impression d'être un peu neutre, un peu plat, un peu pas... Justement, rien qui sort de « Waouh, cette personne a un truc intéressant », parce que notre naturel, il est... juste, on est comme ça, puis c'est tout. Enfin, il est plat. On n'est pas tout le temps en train de travailler notre image. Et donc, du coup, à part les gens qui en ont conscience et qui le font... Alors, il y en a qui le font un peu naturellement parce qu'ils ont toujours été comme ça depuis tout petit, ou je sais pas. Mais la majorité des gens ne se met pas en scène dans la vie de tous les jours, ou alors se met en scène dans certaines situations, je sais pas, genre au boulot par exemple, t'es avec tes collègues, t'es une autre personne que quand t'es à la maison chez toi sur ton canapé ou que t'es avec ta famille. Oui. Et heureusement d'ailleurs. Mais oui, mais on performe tous quelque chose en fait, et du coup pourquoi pas performer un truc que tu vois rarement, tu vois. Et moi je suis un peu dans ce truc-là, j'aime bien travailler avec des gens qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément ce truc-là tous les jours en fait, qui n'ont pas forcément accès à ça non plus. Et ou qui osent pas le faire dans la vie ou comme ça. Ils ont même pas conscience qu'ils osent pas. C'est juste que moi je les guide là-dedans naturellement parce que c'est ce que j'aime bien faire ressortir chez les gens en photo. Et quand ils voient les photos, ils se demandent « Waouh, putain, c'est incroyable !» j'ai jamais vu une photo comme ça de moi. Ouais, rarement. Alors, il y a aussi ceux qui ont l'habitude, du coup, et du coup, ils ont l'habitude aussi de se mettre en scène, donc il n'y a pas cette réaction-là, et puis c'est très bien aussi. Justement, avec eux, on va pouvoir aller chercher plus loin, on va pouvoir aller faire des choses beaucoup plus créatives et tout ça. Mais du coup, ça veut dire que même avec des gens qui n'ont pas d'expérience, on peut aller, on peut faire des trucs trop cool, quoi. Donc, c'est ça que j'aime bien mettre en avant, c'est que j'essaye de donner accès plutôt. Je suis même pas forcément sûr d'y arriver, mais je fais de mon mieux. Donner accès à ce qu'on voit de ouf dans les photos, typiquement en photo de mode, en photo éditoriale, tout ça, et d'amener ça dans un truc que tu viendrais faire le dimanche après-midi parce que tu as l'occasion de le faire, quoi. Et que justement, tu le ferais, c'est pas le centre de ta vie, mais une fois, tu as l'occasion de le faire et c'est cool. Ouais, c'est pas la photo passeport, quoi. Ah, non, vraiment pas. Et après, photo passeport, c'est important aussi, mais... Oui, voilà. oui, c'est un autre style. C'est moins mon délire. Tu travailles autant en studio qu'à l'extérieur. C'est très différent, j'imagine, la manière de travailler d'un côté ou de l'autre. Alors là, depuis une année, maintenant que j'ai mon studio, avant je bossais beaucoup à la maison, donc c'était mon studio, mais c'était aussi ma maison, c'est un peu compliqué. Maintenant que j'ai mon studio séparé, c'est quand même vachement plus confortable, donc en fait j'ai quasiment pas refait de photos dehors parce que je suis trop bien en studio. Tu vas un petit peu ressortir, j'ai 2-3 projets en extérieur, donc ça va être chouette. Mais ouais, clairement, c'est des façons complètement différentes de bosser. En extérieur, des fois, j'amène un flash, j'amène un petit peu de lumière artificielle, mais en fait, au final, j'aime trop composer avec la lumière naturelle. Et en studio, c'est vraiment un espace de créativité absolue, si on veut, où t'as rien et tu dois tout mettre en place. Alors, j'aime pas forcément j'ai pas de grands décors, j'ai pas de trucs très, très imposants, mais au final, la lumière, on est obligé de la travailler de zéro, donc c'est ça qui est intéressant, alors que en extérieur, on doit travailler avec ce qu'on a, et aussi avec le décor qu'on a, donc c'est plus du travail de recherche de bons endroits,
de trouver le bon moment aussi. Trouver, en fait, souvent, c'est attendre le bon moment parce que du coup, la météo est un peu capricieuse ou tout d'un coup, il fait trop beau et du coup, c'est pas incroyable. Donc, il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses un peu dans ce sens-là. Même trop de soleil, c'est pas bien. Ça dépend. Ça dépend ce que Ça tu dépend, veux. ouais. Ça dépend ce que tu veux. Bon, c'est clair que pour l'aspect sombre, c'est un peu délicat, quoi. Mais... Et en vrai, c'est vrai. si on est en plein soleil, la lumière est tellement forte que du coup, les ombres sont extrêmement fortes aussi. Donc en fait, si on vient diminuer beaucoup la luminosité, on a un truc très sombre. D'ailleurs, il y a beaucoup au cinéma, typiquement. Tu vois un petit peu, tu connais un petit peu le cinéma, tout ça. Tu vois ce que c'est une nuit américaine. Oui. Et donc du coup, la plupart du temps, c'est tourné en plein soleil. Oui, c'est vrai. Et simplement parce que la lumière de la lune ou la lumière du soleil, la lumière d'une pleine lune, c'est la même. C'est juste que la lumière de la lune est beaucoup moins forte et vu qu'on est dans la pénombre, il y a cet aspect un peu bleuté. Donc en fait, on peut prendre une image en plein soleil, lui donner un aspect bleuté, l'assombrir un petit peu et puis on est comme dans la nuit en fait. Et donc du coup, ça fonctionne. C'est des jeux de lumière, c'est incroyable. Alors maintenant, on a l'habitude de voir ça. En vrai, il y a un peu un aspect, c'est mieux de tourner de nuit et tout ça quand on est au cinéma parce qu'il y a un aspect plus authentique. Mais en fait, c'est tellement plus facile de tourner de jour et maintenant on peut tellement bien traiter les images que autant le faire de jour, on se facilite la vie, quoi. Donc en photo, un peu la même chose. Si on a envie de faire quelque chose de sombre, mais on va même le faire en plein soleil, justement. Mais ça t'est déjà arrivé de faire des photos de nuit à la lueur de la lune ou... Là, ça devient compliqué. Là, en photo, on voit vraiment rien. En vidéo, c'est encore pire, hein, mais en photo, c'est pas on voit rien, mais c'est que l'image, en fait, on doit tellement aller chercher dans les extrêmes de ce que le matériel nous permet que c'est pas très intéressant. En fait. Ok. Après, ça peut être cool de nuit pour aller chercher d'autres choses. Typiquement, dans un endroit sombre, on va pouvoir faire des pauses longues, on va pouvoir travailler avec des jeux de lumière. Tu as peut-être déjà vu comment ça s'appelle, du light painting. Où tu fais une pause longue, une personne par exemple qui reste immobile, alors il faut qu'elle reste bien immobile, puis avec la lumière continue, tu viens dessiner des trucs derrière tout ça, souvent avec la couleur, souvent tu peux faire soit des trucs rigolos, où tu fais des petits dessins, des trucs, soit des trucs vraiment, vraiment créatifs. Il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans, et alors tu peux le faire en studio forcément, parce que t'es tout noir, tout est sombre et tu peux maîtriser, mais du coup ça peut se faire de nuit aussi, la même chose. Alors par contre, du coup, il faut pas qu'il y ait la lumière de la lune, sinon on se retrouve comme avec une photo en plein jour, donc ça marche pas. Ouais, donc t'es quand même tributaire de beaucoup de choses quand t'es à l'extérieur. Ouais, totalement, de l'environnement, complètement de l'environnement, quoi. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de trouver les choses intéressantes dans cet environnement. Et la plupart du temps, tu vas pouvoir trouver des choses, même dans un truc qui a l'air pas ouf comme ça, tu vas quand même pouvoir trouver quelque chose d'intéressant avec soit des lignes, tu vas construire un petit truc, pas une mise en scène, une composition un petit peu intéressante. Soit des fois, oui, dans la mise en scène où tu peux opposer certaines choses, je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça, mais un environnement qui pourrait être pas intéressant de prime abord, le mélanger avec je sais pas, soit quelqu'un qui n'aurait rien à faire là ou je sais pas quoi. On peut toujours créer des choses intéressantes. Après, il y a des choses, faut pas en abuser non plus. Donc, voilà. On pense notamment à l'urbex et tout ça. De mettre des gens à poil en urbex, c'est pas ouf. Au bout d'un moment, il y en a marre. En urbex? Tu vois ce que c'est l'urbex? Non. C'est l'exploration urbaine. Donc en fait, urbaine, et dans le sens, souvent c'est tout ce qui est bâtiment abandonné. Ah oui, d'accord. Et ça, on en voit beaucoup, et en vrai... En vrai, on souffle un peu, mais ça va. En fait, respect ceux qui font ça, mais disons, il y a d'autres choses intéressantes. Il y a d'autres oppositions à amener qui sont intéressantes. Et en fait, souvent, c'est qu'on retrouve, c'est souvent des photographes mecs, qui prennent des jeunes meufs et qui vont, qui sont en petite tenue ou comme ça. Et en fait, t'as l'opposition de quelqu'un qui a l'air d'être plutôt urbain, justement, je sais pas comment dire, quelqu'un de... Classique. Un peu assez ce côté classique et tout ça. Et t'as cette opposition avec le côté détruit tout autour, le côté abandonné, puis cette opposition-là, ok, mais c'est vu et revu, ouais. Donc c'est dur à renouveler comme truc, et voilà. C'est juste, c'est un peu un running gag dans le monde de la photo, où voilà. Ok. Donc voilà, c'est pour le clin d'œil pour les photographes, voilà. Ça fait partie un petit peu de ta philosophie d'essayer de créer quelque chose qui n'a pas déjà été fait ou qui n'est pas fait de manière très populaire. À la base, oui. Et en fait, au final, on se rend compte que, en fait, il y a un peu tout qui a été fait, forcément.
faut beaucoup faire le rapprochement avec le cinéma. C'est la même chose. On a l'impression que toutes les histoires ont déjà été racontées, tout ça. Mais en fait, on s'en fout de l'histoire. C'est comment tu la racontes qui est intéressant. Et donc, du coup, oui, et en même temps, non, ça dépend. Ça dépend. En fait, au final, pour moi, ce qui est important, c'est que moi, ça me parle. Quand c'est des clients, forcément, je suis obligé de me plier un minimum à ce que veut le client. Mais je vais quand même diriger vers un truc de tu m'as engagé pour ce que je fais et pour ce qui, moi, me touche. Donc, on va plutôt aller dans cette direction. Et si ça lui convient pas, du coup, on essaye de négocier, on regarde. Mais c'est très rare en général parce que les gens, ils viennent vers moi parce qu'ils aiment ce que je propose, quoi. Et mon style, ça passe par ce qui moi me parle, quoi. Et si tu veux quelque chose de typiquement de lumineux, chaleureux, tout ça, il y a d'autres gens qui font ça très bien et je donne volontiers les adresses parce que justement, c'est pas forcément ce que moi je fais. Donc, je me suis perdu un petit peu là-dedans. Attends, c'était quoi là ? Oui, est-ce que c'est important de... Comment tu m'as dit ça ? Que ce soit vraiment unique, en fait. Que ce soit unique, ouais, c'est ça. Et oui, mais en fait, ça devient unique parce que c'est moi qui le fais, en partie avec ma technique et avec ma sensibilité. Si je donne la même technique et que je le donne à d'autres gens, ils en feront quelque chose de différent, en fait. Et... il faut juste pas se dire que le style ça repose que sur l'esthétique de l'image. L'esthétique c'est pas seulement et puis même oui ça repose un peu sur l'esthétique mais c'est pas seulement ça et ça repose surtout pas que sur le rendu de l'image, genre telles couleurs qui sont utilisées ou quoi. Il y a la mise en scène qui va dedans, il y a le cadrage, la composition, il y a forcément la façon qu'on a de traiter l'image, mais même si on change de façon de traiter l'image, le style reste. Et du coup, il y a quelque chose de ce truc unique c'est nous qu'on l'a fait pour telle raison et qu'on veut amener cette chose-là. Souvent, c'est même pas aussi conscient que ça, mais c'est quand même ce qui se passe. C'est ça qui rend unique en fait. Donc voilà, il faut juste pour ceux qui sont un petit peu dans le milieu créatif, il faut juste faire ce qui vous parle en fait, ce qui vous touche, mais qui vous touche vraiment pas, ce qui vous plaît parce que vous l'avez vu ailleurs et je suis capable de le refaire. Ok, ça c'est cool, c'est un bon exercice c'est un exercice technique et du coup c'est intéressant parce que ça permet de gagner en technique justement et d'élargir sa palette de possibilités si on veut. Mais par contre après c'est quels outils on utilise que nous fait plaisir et le résultat qu'on cherche, que le résultat nous touche en fait, et c'est ça qui est important et qui va faire que c'est notre travail, quoi. Et donc ça se gagne avec le temps. C'est pas en une année qu'on a développé son style, c'est pas en regardant 3 vidéos YouTube ou je sais pas quoi. C'est vraiment c'est important de le faire, c'est important de travailler régulièrement et de regarder des vidéos, de regarder du contenu, de regarder je parle de contenu en premier, mais même pas forcément du contenu, justement au contraire, de regarder plus de différents travaux artistiques, pas forcément pour les photographes, pas que dans la photo, pour je sais pas ceux qui font de la peinture, pas regarder que de la peinture, tout cet aspect-là, regarder des films, aller regarder du théâtre, regarder justement comment c'est mis en scène dans le théâtre, c'est hyper intéressant, de regarder plein de choses différentes, même la musique, ça peut évoquer aussi des images aussi, donc même si c'est pas visuel alors qu'on fait un travail visuel, c'est important aussi de lire, de se renseigner, de rester ouvert un peu sur le monde, de comprendre un peu comment fonctionne le monde, tout ça. Donc, du coup, là, ça rentre un peu dans les convictions perso aussi, mais il y a vraiment cet aspect, il faut juste alimenter régulièrement, il faut se nourrir de tout ce qui nous entoure, et c'est ça qu'on va mettre un peu après. On le fait pas consciemment, c'est dur de se dire, je veux mettre ça. La plupart du temps, quand on se dit, je veux mettre ça dans ma photo, on tape souvent un peu à côté parce qu'on a trop conscientisé le truc, on a trop presque mentalisé le truc, et du coup, ça devient, le message se perd un petit peu. Alors que quand c'est fait un peu de façon plus au feeling, genre ah ouais, ça c'est trop cool, allez vas-y, il y a ce truc de ça ressort en fait, ça va ressortir d'une certaine façon, ok ouais, on a compris que ce truc là ça te touche, quoi. Et parce que ouais, il y a un peu plus de sincérité, donc il faut juste faut continuer à bosser de toute façon et se nourrir régulièrement de plein de choses différentes. Puis avec son évolution personnelle, ça va peut-être aussi se modifier dans le temps. Totalement, ouais, totalement. Un style évolue. Je parle de style parce que c'est souvent une question que... Là, je pense un peu au petit David il y a 10 ans en arrière, en mode mais je sais pas quelle photo je veux faire, je comprends pas comment on a un style ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est... Bon, depuis quelques années maintenant qu'on me dit « Ouais, mais là, je reconnais tes photos, on sait que c'est toi. »
Et en fait, j'ai pas cherché à avoir ce truc-là, c'est juste que, au final, avec tous les outils que j'avais, je sélectionne toujours ceux que je préfère. Et les outils, donc, en termes de technique, mais aussi en termes de mise en scène, en termes de... Je parle toujours un petit peu de ça, mais c'est vraiment ça, de mise en scène, de composition, tout ça. Les outils, c'est aussi des outils mentaux de conception, comment on conçoit une image, quel message on en tire, comment on lit une image, en fait. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'on met quelque chose dedans, quoi. Mais si on n'a pas ces outils de lecture, du coup, c'est dur d'y mettre une intention précise. Et pour moi, c'est important d'avoir aussi de se cultiver. C'est un peu, de se cultiver autour de ça. Vraiment justement en termes de lecture d'image, en termes de mise en scène de personnes, pour moi pour le portrait, mais ça va être pareil pour quelqu'un qui fait du paysage par exemple. Il aura sa façon de prendre en photo des paysages et ce sera spécifique et il aura une lecture précise d'un paysage et il va le cadrer vraiment en fonction de ce qu'il a en tête, quoi. Et donc du coup chaque cadrage sera différent et c'est ça qui est intéressant, quoi. Mais chaque cadrage est vraiment est lié à la personne qui l'a cadré, quoi, photographe qui l'a cadré. Donc voilà, bref, c'est... Non, c'est très intéressant. Je suis parti un peu loin, mais tu vois le... Ouais, non, c'est cool, c'est cool. Et tu as évoqué la technique dans ton petit speech, là. Ouais, c'est une grande partie, la technique. Ouais, mais t'en as un préféré, toi, l'appareil dont tu ne te sépares absolument jamais? Alors... C'est dur de dire comme ça parce qu'en fait, j'ai pas des revenus incroyables qui me permettent d'avoir une palette d'appareils immense. Donc en fait, en vrai, le meilleur appareil, c'est celui que tu as sous la main. Okay. C'est un truc qui revient souvent. C'est quoi le meilleur appareil, tout ça? Si tu te retrouves dans une balade en famille et que t'as pas pris ton R5 et ton je sais pas quoi, qui pèse une blinde dans ton sac à dos, qui te coûte une blinde et que t'as pas forcément pris dans cette balade. En rando. En rando, typiquement, ouais, où t'as déjà d'autres choses à prendre, comme tes affaires, juste pour tenir le coup. Et le meilleur appareil que t'auras sur toi, c'est ton téléphone, en fait. Et ça va fonctionner parce que si t'as pas un matériel pour prendre une photo, tu prends pas de photo. Donc en fait, le meilleur que t'as, c'est au moment où tu l'as. Donc du coup, dans mon studio, c'est mon appareil que j'utilise tout le temps. Si je suis en extérieur, globalement, ça va souvent être le même. Et après, il y en a d'autres que j'aime bien utiliser, dépend ce que je veux, notamment dans l'argentique, notamment si je fais du Polaroid ou comme ça, c'est en fonction d'un feeling. Je sais pas, l'autre jour j'étais à la Pride à Genève, c'était trop cool d'avoir mon petit Polaroid et puis de pouvoir prendre en photo les gens et puis distribuer les polas. Il y a cet aspect, il n'y a pas la même intention quand je prends mon gros appareil numérique où là je suis plus dans un esprit de travail et de travail au sens un peu large, mais dans le sens de je vais chercher un rendu. Alors que typiquement quand j'ai mon petit Pola, c'est plus un outil de connexion avec les gens. Parce que vraiment il y a cet aspect de on prend vite fait une photo, elle est légère, c'est instantané, il y a le côté souvenir et c'est ça qui est cool. Et puis si je suis en argentique, il y a une autre façon encore de travailler. C'est que là, c'est même pas tant le résultat, c'est d'être concentré un peu sur comment on fait le shooting, en fait. Le rythme sera différent. La façon de travailler aussi, la personne en face, je peux pas lui montrer les images, donc il y a une forme de confiance qui doit se créer. Donc c'est en fonction de l'intention qu'on veut mettre aussi dans le moment de la prise de vue, et c'est ça qui ressort, quoi. Donc voilà, le meilleur appareil, c'est celui que tu as envie d'utiliser, celui que tu as sur toi, quoi. Mais il y a une grosse différence quand tu fais une photo avec un appareil numérique ou un appareil argentique, par exemple? Ah, bien sûr, ouais. Oui. Ouais, clairement. Au niveau du résultat de la photo en elle-même? Déjà, le résultat, c'est que tu as un résultat physique en argentique. En numérique, tu as du physique que à partir du moment où tu as imprimé ta photo. Donc, c'est beaucoup plus loin dans le processus. Mais en argentique, déjà, tu dois commencer par développer ta pellicule. Donc, alors, du coup, je fais mes développements moi-même. Donc, tu as déjà un premier truc si tu n'as pas raté ta prise de vue, tu dois déjà ne pas rater ton développement. Et une fois que tu as développé, d'accord, ok. Alors, du coup, moi, je numérise parce que c'est quand même plus simple. J'ai pas l'espace pour faire du tirage. J'en fais un petit peu quand j'ai l'occasion, mais je l'ai fait quelques fois dans ma vie. C'est cool. Mais par rapport au rendu
au résultat final, j'ai quand même plus de liberté en numérique, donc j'aime bien numériser pour retravailler après comme en numérique. Et du coup, tu dois de nouveau ne pas rater ta numérisation de ta pellicule. Donc c'est plus technique quand même. En vrai, c'est plus technique. Ouais. Il faut comprendre un peu mieux chaque étape, mais c'est intéressant parce qu'une fois qu'on comprend ça, on comprend pourquoi les outils numériques sont faits de cette façon-là. En fait, c'est juste un héritage de ce qu'on a toujours fait, comment on a toujours traité des photos. Et ça me permet de parler un peu de la retouche. Notamment, on entend souvent des gens qui parlent de la retouche. Alors maintenant, un peu moins. Maintenant que l'IA est là, on a vraiment accepté la retouche. C'est bon, c'est normal, il n'y a plus trop de soucis. Mais il y a encore 2-3 un peu réfractaires qui sont en mode la retouche, franchement, moi je fais pas ça. La plupart, alors, je veux pas énerver trop de gens, mais la plupart qui disent moi j'aime pas la retouche, c'est j'ai jamais fait de retouche de ma vie et je sais pas comment ça fonctionne. Ok. Et voilà, donc et c'est pas grave, c'est ok, mais c'est juste ils mettent une intention, alors qu'en fait c'est pas une intention, c'est une incapacité. Et en fait, juste sois honnête et c'est pareil, c'est ok. En fait, c'est pas grave. Oui. On demande pas que tout le monde sache retoucher comme je sais pas qui, comme je sais pas quoi, mais juste les gens qui disent j'aime pas. Alors souvent il y a aussi le fait que tu vas pas t'intéresser à un sujet si tu l'aimes pas. Donc du coup il y a aussi cet aspect-là. Mais souvent c'est l'excuse de j'aime pas pour dire je m'y suis jamais intéressé. Ouais. Et voilà, donc toujours un peu ce truc-là. Mais par contre, c'est vrai que la retouche a longtemps été décriée en mode c'est pas de la photo, c'est de l'infographie, c'est je sais pas trop quoi. Il y a plein de termes un peu qui se veulent péjoratifs là-dedans. Et puis, oui, la retouche, tu peux en faire des trucs qui sortent complètement du réel, mais en fait, la photo n'est même pas là pour vraiment représenter le réel. Alors, il y a une partie du domaine de la photo, oui, tout ce qui est un peu reportage, tout ça, mais même ça, on ne peut pas représenter le réel avec la photo parce que rien qu'on est limité par un cadre. Donc, en fait, ce cadre ne permet pas de représenter profondément le réel. Et donc, à partir de là, si tu vas jusqu'au bout du truc, de l'autre côté, de toute façon, c'est pas exactement le réel, autant que ce soit pas du tout réel, quoi. Donc, il y a cet aspect et puis après, toi, tu te places en tant que créatif, en tant qu'artiste, tu te places sur ce spectre, en fait. À quel point tu as envie qu'il y ait du réel dans ta photo. Après, si on veut aller plus loin dans l'IA, ça pousse encore un petit peu plus loin. C'est la même question qui se pose. Maintenant, il y a quand même ce truc avec la photo, tu travailles avec le réel. Tu es obligé, en fait, d'avoir à un moment le truc qui existe physiquement. Même si après tu le transformes, tu changes la lumière, tu changes la forme, tu changes tout, ça a dû exister à un moment, quelque chose, au moins des éléments ont dû exister dans le réel. Et moi, c'est ça qui me rattache à la photo, c'est le moment de la prise de vue, en fait, qui est hyper important. Et c'est exactement pour ça que, pour moi, l'IA, j'ai vraiment de la peine à m'y mettre, en tout cas en termes de création d'images, parce que justement, je perds ce contact avec le réel, justement, et le plaisir que j'ai à la prise de vue, quoi. Donc, même maintenant, ceux qui, tu vois, les petits qui naissent maintenant, qui auront toujours connu l'IA, en fait, dans 20-30 ans, ils feront comme nous, on fait des photos avec Photoshop. Enfin, des photos avec Photoshop. On utilise beaucoup Photoshop, on utilise beaucoup de la manipulation d'images pour créer nos univers. Ils feront la même chose avec l'IA. Et puis, c'est juste une évolution du truc. Maintenant, et après, il y a toutes les questions éthiques de comment c'est fait, machin, tout ça. Donc, on est d'accord. Mais en termes de purement créatif, c'est un outil comme un autre. Et c'est comme quand la photo est arrivée par rapport à la peinture. Les peintres, ils étaient en mode mais c'est n'importe quoi, c'est plus de l'art, c'est trop facile, c'est juste appuyer sur un bouton, machin. Puis qu'on entend encore maintenant, en fait. Mais parce que on a accès à cette facilité typiquement avec le téléphone, mais ceux qui veulent vraiment se dire mais comment je fais une meilleure photo que juste tiens c'est joli, clique et c'est bon. Et du coup, il se pose plein de questions, genre, mais comment je devrais faire ? Mais attends, si je cadre comme ça, mais pourquoi faut que je cadre comme ça plus que comme ça ? En fait, c'est plein de questions, et quand tu commences, t'as pas de réponse. Et c'est justement en creusant pourquoi les autres ont fait comme ça, qu'est-ce que je ressens quand c'est fait de cette façon-là, et c'est en alimentant et en répondant à toutes ces questions que tu te rends compte que, ok, d'accord, il y a plein de choix que je peux faire, et du coup, c'est pas pareil, de juste, tiens, c'est joli, je prends photo, ou tiens c'est joli, d'accord, mais je vais en faire un truc iconique. Et du coup c'est vraiment pas la même
On se rend compte qu'il y a une vraie démarche en fait. Et c'est cette démarche qui est difficile, c'est pas appuyer sur le bouton qui est difficile, clairement. Oui, c'est tout le reste avant, quoi. Ben voilà, ouais. Mais à partir du moment où où on a accès à quelque chose de facile, eh ben on peut en faire quelque chose qui est quand même dur à maîtriser en fait. La plupart des choses qui sont techniquement la peinture, c'est la même chose en fait. C'est foutre des traits de couleur sur une toile, quoi. Donc ça, tout le monde peut le faire. Oui. Mais le faire bien, c'est autre chose. Voilà, on peut faire une grosse croix sur un cadre blanc. Pour certains, ils l'achèteront à 20 000 balles. Mais en fait, c'est très précis ce que tu dis, parce qu'en fait, la démarche, c'est pas la même si toi tu dis « Ah ouais, mais moi aussi je peux le faire », tu fais ta croix sans intention. Ouais. Si par contre, tu fais ta croix et elle a un sens, que toi tu lui donnes et que tu arrives... Alors là, on rentre dans le côté entrepreneur, marketing, machin, que je déteste dans le milieu de l'art. Mais dans le milieu de l'art, il y a vraiment ce truc de « tu dois vendre une idée ». Et ta réalisation, c'est ta réalisation, mais c'est ce qui va porter ton idée. Et donc, du coup, ta croix sur fond blanc, tu vas lui mettre un message, je sais pas ce que ça peut être, en fait, là, comme ça, je sais pas, parce que j'aime pas produire des idées à la chaîne comme ça, mais elle aura un message et tu auras réussi à vendre ce message, à potentiellement trouver une galerie qui veut bien exposer ce truc-là. Et donc du coup il y a une démarche en fait, et c'est cette démarche qui est valorisée, c'est pas le résultat. Et puis en vrai, en peinture, c'est un peu la même chose. Quand on iconise un peu les grands peintres de l'époque, je sais pas, du Caravage, des choses comme ça, des Rembrandt et compagnie, c'est aussi la démarche qu'on valorise, parce que du coup le résultat dépend de la démarche. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a complètement déconnecté le résultat et la démarche. Et voilà, en fait, c'est juste le processus artistique de où s'arrête la création, qu'est-ce qui est de l'art. C'est tous des questionnements comme ça. Et si on a envie de plonger dedans, on plonge dedans. Moi, au bout d'un moment, tu lâches prise. Ouais, parce que c'est trop une démarche commerciale, en fait. Au final, produire des idées... En fait, on en vient à la même chose de produire une démarche. C'est pas très différent de juste produire une idée. C'est pas très différent de juste faire une croix sur un fond blanc, et pour moi ça redevient vide, parce qu'en fait maintenant on a des recettes toutes faites de comment vendre un truc bien, et moi je déteste appliquer ça parce que je trouve ça malsain, parce qu'on est vraiment dans ce monde de toute façon on peut tout vendre, et du coup si on peut tout vendre, au bout d'un moment peut-être on arrête de vendre n'importe quoi, et ça ferait pas de mal. Mais bon, on n'est encore pas là. Il y a encore du chemin, donc voilà. Mais il y a des photos qui sont extrêmement marquantes. Il y en a souvent qui ressortent comme ça de tête très rapidement. Il me revient la chute de la tour de New York, là. Les World Trade Center, il y avait un homme qui est en train de tomber, qu'ils ont pris en photo et qui ressort tout le temps. C'est très générationnel, ça. Ouais, à fond. Hein. Il y a aussi, j'ai vu dernièrement le film de Lee Miller, la photographe de guerre qui a fait des photos pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis qui a fait cette photo d'elle dans la baignoire d'Hitler. Je sais pas si tu l'as vue. Oh, je vois pas celle-là. Attends. Je vais regarder, je veux la voir. Et en fait, c'est des photos qui sont hyper iconiques comme ça, qui transmettent un message fort, alors que c'est un instant T, mais qui ramène à des émotions, qui ramène à plein de choses. Ouais. C'est hyper touchant quand même, la photo. Ouais, d'accord, je vois la photo. Ok. Ouais, c'est iconique, ça, c'est incroyable. Ouais. Et elle a fait aussi toute une mise en scène autour... avec ses bottes, avec... je vois, il y a la petite... Ah oui, alors du coup, pour décrire un petit peu, il y a la photo dans le cadre, dans le coin à gauche. Ouais. On voit... C'est elle-même, du coup, oui, c'est elle-même qui est dans la baignoire. Du coup, elle est dans la baignoire. Il y a ce côté hyper intimiste. Donc, du coup, c'est une baignoire c'est très clean, en fait, sauf qu'il y a les grosses bottes devant. Ouais. En fait... Elle est cadrée très haut dans le cadre, donc il y a vraiment un côté où elle est écrasée dans le haut de l'image, et ça laisse de la place pour tout l'espace en bas où il y a le petit meuble de salle de bain, il y a les habits posés sur un petit tabouret, il y a les bottes devant, il y a une petite statue aussi qui fait très Troisième Reich, l'art, c'est vraiment super l'art nazi bizarre. En fait, je trouve qu'il y a tout sur cette photo. Ouais, il y a tout, ouais. Et dans le film, en fait, on voit vraiment comment elle met en scène. Alors, elle doit le faire rapidement parce qu'elle est quand même dans la maison d'Hitler le jour même où il s'est suicidé, en fait. Ouais. Et elle peut pas traîner là à 15 ans. Donc, c'est fait très vite. Mais j'ai l'impression que sur cette photo, il y a tellement de symbolique. Ouais, bien sûr. Et il y a plein de symboles que si on va pas creuser dans le sens, comment dire, se référer à sa vie, à la vie de la photographe, du coup,
se référer à ce qu'elle a écrit autour de ça, pour ce qu'elle a voulu dire et tout ça, on va perdre du sens en fait. Ça, c'est très contemporain justement, le sens, mais souvent le sens il est caché, mais il est tellement caché que si t'as pas les bonnes clés de lecture, tu passes à côté en fait. Tu vois genre une croix bleue sur un fond blanc. C'est ça. En gros, c'est un peu ça. Toi, il y a une photo qui t'a marqué particulièrement ? Ouah, c'est dur. Une. Ouais, enfin, ou des. Quelques-unes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de photos qui sont marquantes. Tu vois, là, tu parlais du... Je sais pas si ça va passer en podcast, ce que tu dis, parce que c'est vraiment deux éléments qui sont... Tu t'as parlé du 11 septembre et de... La guerre, ouais. Et de Hitler, et c'est des termes qui sont typiquement sur YouTube, ça dégage, hein, donc faut pas faire gaffe à ça. Hein. C'est parti directement dans les trucs bien sombres. Bah, voilà. Mais une photo... Une photo iconique. Là, j'en ai une en tête. Mais c'est pas une photo d'un photographe, c'est juste un journaliste qui a pu sortir son téléphone au bon moment. De nouveau, c'est un truc assez tragique. C'était un braquage, ça doit faire déjà 5-6 ans, même un peu plus. C'était avant le Covid, il me semble. Genre 2018-2019. Et c'était un mec en noir, il me semble qu'il était, je sais pas s'il était pas en costume, il avait un pistolet dans la main, et c'était lors d'un braquage, et puis du coup il y avait justement des journalistes, des gens autour qui étaient pris en otage, et il y a un des journalistes notamment qui a réussi juste à sortir son téléphone et prendre une photo du braqueur en question en fait. Et puis il avait de mémoire, il avait une expression assez énervée, il y avait un truc très fort en fait dans cette photo, et de se dire qu'il y avait vraiment une photo de ce moment-là. Et en fait, c'est pas du tout une photo technique, c'est pas du tout une photo. C'est assez. Je suis pas assez. Ouais, c'est le moment. Ouais. C'est ce que je te disais. En fait, les deux photos dont je t'ai parlé, c'est aussi ça. C'est des moments de notre histoire qui sont hyper marquants. Ouais. Et ça, c'est même pas un moment historique. Non, c'est mais c'est de leur histoire à eux. De leur histoire à eux. Ouais. Et c'est ça qui fait. Je pense que c'est ça, en fait. C'est encore une fois l'émotion qui passe à travers l'image, mais l'émotion que ça nous fait ressentir par rapport à ce on s'en fait nous. C'est très philosophique ce que je dis là, mais de dire c'est des événements. Alors la Deuxième Guerre mondiale, nous, on l'a pas vécu. Le 11 septembre, oui, forcément, ça te ramène à des choses que tu as vécues. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est là où je disais c'est très générationnel. En fait, on est en contact avec plein de gens qui ont 20 ans maintenant. Oui. Les gens qui ont 20 ans n'ont pas connu le 11 septembre. C'est vrai. Alors, je parle pour moi, ouais, vieille mais de bien 40 sûr, justement, c'est là où je dis c'est très générationnel, parce que pour nous, le 11 septembre, ça a été un truc vraiment marquant. Ouais. Où le moment où c'est arrivé, on est tous capables de dire où est-ce qu'on était, tout ça. Exact, ouais. Mais en fait, si tu prends typiquement c'est horrible, j'ai dit un gamin de 20 ans, mais quelqu'un de... Bah oui, on peut le dire maintenant, on a l'âge de dire ça. Parce qu'on est vieux. Un jeune de 20 ans, il n'a pas ce référentiel-là. Non. Il en aura d'autres. Il en aura d'autres, alors, c'est ça. Il y aura ouais. le Covid, par exemple. Il y aura... Qu'est-ce qu'il y a eu après la guerre France... en Irak. Ouais, ou Paris, ouais, aussi. Mais Paris, surtout Paris. Surtout le... En 2015. 2015, j'ai même pas la date en tête. Parce que 7 pour moi, janvier c'est 2015. 7 janvier. Ouais. Ok. Moi, je m'en rappelle. Ouais, typiquement, ça, je m'en rappelle pas. C'est Charlie Hebdo, Charlie celui-là. Hebdo, ouais. Mais il y a l'autre aussi. Il y a celui du en Bataclan. novembre. C'était Et ça, c'était en novembre. 13 novembre. 2015 aussi. 2000. Ah, Il me semble que c'est la même année. c'est possible, ouais. Mais je sais, mais tu vois, typiquement, c'est moins marquant pour nous parce que et paradoxalement, c'est plus près. Oui. Mais simplement qu'on a eu tellement ce truc marquant du début que les autres sont un peu. Ouais, on a déjà vu. Mais c'est horrible de dire ça. c'est horrible. Ouais. Alors maintenant, si on prend maintenant, il y aura le 7 octobre, machin. Enfin, on part dans les sujets. Oh là là. C'est terrible. On parlait de photos à la base. Hein. On parlait de photos. Mais si tu veux une photo marquante. Alors c'est pas tant une photo, c'est plus une vidéo. Là, ça c'est juste ces derniers jours, la flottille de la liberté. Je sais pas si t'as vu passer un petit peu. Pas du tout. Non. Oh là là. Alors attention. Oh là là. Alors je viens de faire une grosse bêtise. Dis-moi. Pas du tout. C'est juste que c'est les sujets. Oh là là, mais on rentre dans les sujets. Là, c'est une dinguerie. En fait, il y a un petit groupe d'activistes. Il y a 6 Français, je crois. Il y avait Greta Thunberg dedans. Et puis quelques autres, un Brésilien, tout ça. Ils étaient 12 dans un petit bateau, enfin on ouvrait un bon voilier où ils sont... En fait, leur mission, c'était d'amener de l'aide humanitaire à Gaza. On rentre vraiment dans les sujets. Hein. Et YouTube va nous expulser rapidement. Bah ma foi là. Tant pis. c'est ton assume. podcast. Hein.
Mais si on peut mettre un peu de lumière là-dessus, franchement, c'est bien. Il y a eu plein de manifestations en Suisse notamment, en France, un peu partout en Europe, même aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont sur d'autres manifs, mais voilà. C'est tout frais en fait, on est en plein dedans. Et donc du coup, ils ont fait un voyage de plusieurs semaines, en tout cas plusieurs jours, une dizaine de jours, je sais plus exactement combien. En bateau pour aller amener de l'aide humanitaire à Gaza. Oui. Alors en fait, j'avais pas le nom. J'avais l'info, mais pas le nom du truc. Et donc, du coup, en disant, on va forcer le blocus, on va amener une nouvelle voie pour amener de l'aide humanitaire, parce que là, pour l'instant, l'aide humanitaire est bloquée par Israël. Et donc, du coup, le but, c'était de le faire de façon publique, de façon médiatique, pour déjà se protéger, parce qu'en fait il y a déjà eu les mêmes dispositifs qui ont été mis en place déjà depuis pas mal d'années, notamment il y a 10 ans en arrière, un bateau qui a été arrêté et du coup c'était plus une flotte de bateaux, il y avait ils étaient je crois peut-être une vingtaine de bateaux, un truc comme ça, il y avait genre 700 personnes, mais dans les 700 personnes il y en a une dizaine qui ont été tuées, et donc du coup le but c'était de se protéger de cet aspect-là en médiatisant vraiment le truc, et en amenant aussi le message de regardez, on ne peut pas passer, on amène de l'aide humanitaire et on ne peut pas rentrer. C'est problématique, enfin c'est plus que problématique, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est contre le droit international, tout ça. Et donc la mission du coup première de amener de l'aide humanitaire n'a pas marché, parce qu'ils se sont fait arrêter à 100 km des côtes, à peu près 100 km des côtes, donc dans les eaux internationales, donc un endroit où Israël n'avait pas le droit en fait de les arrêter, mais du coup les a quand même arrêtés, les a emmenés en prison. Maintenant il y en a 4 qui sont revenus dans leur pays en signant un papier comme quoi ils ont envahi Israël, en gros, c'est presque ça, pas ils ont envahi, mais ils sont arrivés sur le sol d'Israël illégalement, alors qu'ils n'étaient pas du tout sur le sol israélien. Donc voilà. Et du coup, il y en a encore 8 qui sont emprisonnés, dont Rima Hassan, par exemple, qui est une eurodéputée en plus. Donc c'est vraiment... c'est très symbolique comme truc. Et quand on parlait d'image, justement, d'une photo marquante, alors c'est moins une photo que les vidéos, en fait, de l'équipage, en fait, sur le bateau, au moment de l'arrestation, au moment, en fait, qu'on appelle ça, de l'abordage en fait des forces israéliennes sur la petite flottille, quoi. Et cette image là, il y a voilà, en fait je l'ai, c'est bon, la photo que j'ai en tête. L'opération de communication en réponse d'Israël, ça a été ils ont coupé toutes les caméras, tout ça, des occupants du bateau, en fait, des activistes. Mais Israël ont commencé à filmer leur propre truc, et ils se sont filmés en train de donner des sandwichs et de l'eau T'as pas vu ça? Non. Ah putain, ça c'est incroyable. Ils se sont filmés, du coup, les soldats israéliens, en train de donner des sandwichs et de l'eau aux gens dans le bateau, comme si c'était des migrants, en fait, affamés ou je sais pas quoi, alors qu'ils sont pas là pour ça. Ils ont bien assez à manger, ils ont bien assez à boire dans le bateau. Enfin, déjà rien que ça, en fait, l'image, elle est absurde. Elle est fausse, quoi. Elle est fausse, mais elle est absurde surtout. Et du coup, en réponse à ça, Rima Hassan notamment, sur cette image-là, elle est souriante en fait. Parce que je la trouve incroyable cette image, parce que elle fait référence à un activiste des années 20, j'ai plus le... non, peut-être pas les années 20, les années 30-40, j'ai plus la temporalité du truc, mais j'ai juste l'image en tête, où lui a été déporté, justement, c'était un juif, il a été déporté, et il a été déporté avec le sourire, justement. Okay. Son message, c'était j'irai en souriant pour montrer l'absurdité du truc et pour montrer la violence, en fait, tout ça, pour contraster. Et du coup, elle a fait pareil. Elle a fait la même chose, en fait. Elle l'a mentionné déjà avant dans un tweet ou un truc comme ça. Elle disait, si on se fait arrêter, je le ferai avec le sourire, et c'est ce qu'elle a fait, justement. Justement en référence à ce truc-là, on peut retrouver le tweet sur X et tout, donc il y a pas de ça se retrouve facilement. Mais du coup, cette image-là où il y a le soldat israélien qui lui tend un sandwich et elle est souriante en train de regarder l'objectif, cette image-là, en tout cas là ces derniers temps, c'est vraiment une image forte qui t'a marqué. Ouais. Bah oui, parce que du coup le sujet là, il est et puis c'est ce petit bateau à la con qui permet de vraiment mettre
Alors, on n'y est pas encore, parce qu'en fait, ça active beaucoup les réseaux sociaux, ça active Internet, mais ça active pas vraiment les médias. T'as vu, les médias, ça en parle pas vraiment, en fait. C'est limite un non-événement, et il y a un problème, en fait. Il y a vraiment un problème autour de ça, donc voilà, du coup... Puis là, c'est un truc que je trouve fort en ce moment, donc voilà, bon, bref, la parenthèse politique, du coup... Là, c'est ça, on a un peu digressé. Désolé, on dégraissé un peu. C'était hyper intéressant. Mais du coup... la politique est aussi amenée par de la photo, en fait, et amenée par des images, et surtout par des images. La plupart des concepts politiques, ou même pas des concepts politiques, mais des idées qu'on va vous amener sont véhiculées par des images. Et soit c'est des images photos, soit c'est des images qu'on vous met dans la tête en mode... je sais pas quoi, j'ai pas trop d'exemples, j'en ai plein, mais je sais pas lequel choisir. Mais on vous met des images dans la tête, et la plupart du temps, c'est une construction de la réalité qui ne représente pas la réalité elle-même. Donc voilà, je trouve que c'est important d'avoir une bonne lecture des images pour refaire un petit peu pour reboucler sur ce qu'on disait avant, et du coup d'avoir aussi une lecture politique et de se rendre compte de qu'est-ce qu'on nous met devant les yeux, quoi. Donc voilà. Oh, le détour, je suis désolé. Non, c'était hyper cool, hyper cool. Je suis parti loin. Oui. Ma question va paraître vraiment ridicule. Du coup, il faudrait presque que j'en trouve une autre. Un peu de légèreté. Du léger. Oui, en fait, je voulais te demander si tu avais des projets à venir, mais ça fait presque un saut. Alors, soit on peut parler de tes projets, soit de dire comment tu te vois dans 5 à 10 ans de maintenant, histoire de continuer sur la philosophie. Choisis l'angle que tu préfères aborder. Ouais, alors le 5 ans, 10 ans, j'en ai aucune idée. Parce que je ne comprends pas dans quelle... Enfin, je comprends dans quelle direction va le monde, et j'aime pas, et je me sens impuissant face à ça, et du coup, ça fait que je peux pas voir où... Enfin, je peux pas me projeter, en fait. Et en fait, on est beaucoup de gens dans la vingtaine à ressentir ce truc-là de... en fait, on voit que ça se casse la gueule, on voit qu'on fonce dans le mur, on voit que ceux qui... Je repars en mode politique, mais c'est vraiment... En fait, c'est juste parce que la projection dans 5 ans, elle est dure, en fait. Oui. Elle est faisable pour ceux qui ont les moyens de se projeter. C'est-à-dire ceux qui ont une situation plus ou moins stable, ou en tout cas en progression, pour ceux qui ont les moyens financiers pour tenir pendant 5 ans. Vraiment cet aspect-là, qui ont un taf régulier, machin, tout ça, mais tous ceux qui sont dans l'incertitude, on est encore plus dans l'incertitude face à ce genre de questions. Et du coup, c'est une question difficile. C'est difficile. Ouais. Alors, restons sur les projets plus proches, alors. Genre demain. Demain, j'ai quoi ? Attends, j'ai mon agenda, on va faire ça comme ça. Du coup, en vrai... les projets futurs, là j'ai un été qui est assez bien rempli en shooting, c'est assez cool, on a plein de projets, ça part vraiment léger, c'est cool, ça fait du bien. Oui. Et je m'emballe vite dans les grandes questions. Merci d'être resté si vous êtes toujours là d'ailleurs. Voilà, tous les droitards qui sont partis, je suis désolé. Mais bref, en vrai on est gentil. Oui. Alors, question aussi très très légère, est-ce qu'il y a une personne connue ou non que tu rêverais de photographier ? Personne connue que je rêverais de photographier. Franchement, je sais pas. En ce moment, forcément, tu vois, c'est horrible. J'ai envie de repartir. Ça suffit, un truc positif, s'il te plaît. Oui, positif. non, vas-y. Mais qu'est-ce que ça pourrait être j'ai une amie à moi qui est photographe en France, à Avignon, Clémentine, qui fait un travail incroyable d'ailleurs. Elle a eu la chance de travailler avec Solane sur c'est une chanteuse française, du coup, j'ai dit émergente, mais en fait pas du tout. Maintenant, elle a vraiment bien percé et tout. Elle fait de la musique absolument incroyable. Et elle a eu la chance de travailler sur son album, en fait, de faire la pochette et tout ça, et de faire un peu de faire un clip et tout ça. Et c'est une artiste... Alors, Clémentine, c'est une artiste incroyable, et Solane, c'est aussi une artiste incroyable, et du coup, elle, ce serait trop cool de travailler avec. Après, voilà, on est loin et tout ça, donc dans le domaine artistique, en tout cas, c'est une personne avec qui j'adorais travailler. Ok. On va déjà aller là-dessus, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Plus large, je sais pas. Je sais. La petite dernière que j'avais, c'est un peu une question traditionnelle que j'ai un peu adaptée à la sauce photographe quand même. Vas-y. C'était si tu devais photographier ton pancake, le pancake parfait, à quoi ressemblerait la mise en scène ? Je sais pas, mais il y a du chocolat en tout cas.
Ah si, je dois. Parce que les autres, c'est comment ta question de base? Qu'est-ce que tu aimes mettre sur tes pancakes? Ah, c'est juste ça. Oui, du coup, je réponds avec le chocolat. Voilà, c'est ça. Mais alors maintenant, si je dois le photographier, alors attention. Il me faut un fond sombre. Il me faut un truc, tu sais, qui mette une ambiance un petit peu. C'est une ambiance un peu genre, ok, là, on est en train de. Il y a un truc spécial, tu vois. Ouais, ok. C'est pas un pancake. Il y a forcément la pile de pancakes, tu vois. Forcément, on peut pas juste c'est un peu plat, on se fait un peu chier. Par contre, la pile, tu vois, tu vas pouvoir mettre du chocolat dessus. Ouais, donc du coup, cool. du chocolat fondant, mais pas le chocolat genre le tube machin, même pas du Nutella. C'est vraiment, tu prends la monstre plaque de chocolat de la Migros, de chocolat noir là, tu fais fondre tout ça dans une casserole et puis là tu fais couler gentiment dessus, tu vois les pubs Lean tout comme ça. Ouais. Et ben ça mais en mieux. Ok. T'es en train de dire que le chocolat Migros est meilleur que Lindt? Ouais. Ah, ok. Non, ça dépend, mais dans le sens. Lindt, c'est très spécifique. Ils ont leur recette et du coup, tu sais que tu bouffes un chocolat Lindt. Là, c'est juste le goût du chocolat, vraiment le chocolat, tu vois. Tout ce qu'on a défoncé dans cette interview, c'est incroyable. Alors attention, là, c'est pire que les avis d'avant. Hein. Attention, là, on va diviser le monde. Migros, thé froid ou thé froid Migros citron ou pêche. Oui, c'est ça. Non, mais ouais, du coup, comme ça, avec du coup une lumière sur le dessus pour bien voir les reflets et puis pas trop d'artifice avec la lumière, mais vraiment juste qu'on ressente la texture, tu vois, vraiment l'onctuosité du chocolat, on voit encore le chaud. Tu sens l'odeur, tu sens l'odeur du pancake à travers la photo, tu vois. Juste que t'expliques, ça me donne trop envie. Mais voilà. Il faut absolument que tu fasses ça un jour. Tu me fais des pancakes, je fais fondre du chocolat et puis on s'organise ça. Parfait, comme ça on pourra ajouter la photo à la description. Wow, alors je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais... Oui, maintenant tu me l'as promis, tu le feras et c'est tout. Oh, et puis ça va être une bouse intersidérale parce que je sais pas faire de photos alimentaires. Oh là là. Top. Mais voilà. Bon David, je te remercie infiniment avec pour ce plaisir, moment. C'était cool. Ouais, vraiment top, ça est parti dans tous les sens, mais c'était bien fun. Je suis désolé, j'espère que vous avez quand même suivi jusqu'au bout. Ouais, on vous fait un gros high five à ceux qui sont encore là. Merci beaucoup. Et puis, dans la description du podcast, je mettrai un lien vers ton site internet, ta page Insta, parce que elle vaut vraiment la peine d'être visitée. Et on pourra mettre aussi la page du studio, parce que du coup, je suis pas seul au studio, je travaille avec Coralie Pache, qui est du coup une photographe sur Martigny aussi. Qui fait du super travail et que du coup engagez-la si vous avez besoin de taf commerciaux, de choses comme ça, si vous avez besoin de portraits aussi, parce qu'elle fait aussi des super portraits. Donc voilà, on est deux à travailler au studio, donc voilà, contactez-nous. Super chouette studio d'ailleurs dans lequel on est actuellement et ouais, c'est très sympa ici. Merci. Donc il y aura toutes les infos pour retrouver David et Coralie du coup. On lui fait un petit peu de plus. Exactement, ouais, volontiers. Ouais. Merci David. Merci à toi. Autour d'un pancake. Si t'as aimé ce pancake, abonne-toi, il y a un nouvel invité chaque 2 semaines. Et si toi aussi t'as envie de lancer ton propre podcast ou de donner un coup de boost à ta communication audio, je peux t'accompagner. Avec Malice, je t'aide à créer un podcast qui te ressemble, pro, impactant et qui donne envie d'en écouter encore. Toutes les infos sont sur mon site malice.ch en lien dans la description.